Bonjour à toutes et à tous. Déjà, bonne année. Donc, le concept du 12-12, c'est de vous donner la parole pour partager vos coups de cœur culturels, donc que ce soit un groupe de musique ou un film. Ça vous donne également la possibilité de communiquer avec la communauté universitaire. Donc, pour vous rappeler le format, donc l'intervenante a 5 minutes pour présenter son coup de cœur. Et après cette intervention, vous pourrez poser des questions, donc soit en levant la main et on vous activera votre micro, ou alors écrire directement dans la discussion Teams. Donc aujourd'hui, on accueille Laetitia qui est conservatrice à la bibliothèque universitaire de l'Université de Lorraine et elle va nous présenter la montagne magique. Donc Laetitia, c'est à vous. Merci beaucoup Ludovic. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Laetitia Bracco. Donc effectivement, je travaille à la direction de la documentation et de l'édition à l'Université de Lorraine. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd'hui un de mes coups de cœur littéraires, La montagne magique. Donc, ce roman souffre de la mauvaise réputation d'être ennuyeux, d'être difficile. Donc, j'espère que vous serez convaincus du contraire après cette courte présentation. Donc, c'est un des romans les plus célèbres de la littérature allemande du XXe siècle. Il a été publié en 1924 par Thomas Mann, qui est également auteur de La mort à Venise. Il a écrit La montagne magique entre 1911 et 1923, suite à un séjour à Davos, en Suisse. 12 ans d'écriture, donc, pour un roman d'environ 1000 pages. Donc j'aime tout particulièrement m'attaquer à des romans fleuves tels que celui-ci. En général, les personnages y sont très développés, ainsi que le contexte. Donc c'est d'autant plus dur, je trouve, de quitter les figures auxquelles on s'est attaché après avoir refermé le livre. Mais quel est le sujet de La montagne magique? J'ai envie de dire que le sujet principal, c'est avant tout le temps qui passe. Mais ce serait vraiment réducteur pour décrire ce chef-d'œuvre. Donc on y suit les aventures, enfin pour être honnête, la vie quotidienne plutôt que l'aventure de Hans Castorp, qui est un jeune homme natif de la ville de Hambourg en Allemagne, qui vient rendre visite à son cousin Joachim Ziemßen dans un sanatorium de Davos. Donc au début du XXe siècle, les sanatoriums étaient des lieux de soins pour la bourgeoisie aisée. On y traite essentiellement les malades de la tuberculose. Mais dans La montagne magique, il y a tous les degrés de maladie. La bonne société cosmopolite que va découvrir Hans Castorp, puisque vraiment toute l'Europe est représentée, fréquente en réalité souvent l'établissement pour y être prise en charge. En effet, les pensionnaires bénéficient de 5 repas pantagruéliques et raffinés par jour, d'un paysage exceptionnel, de conférences et de divertissements en tout genre. Les principaux soins reçus par les malades légers sont des cures de repos, qui consistent à s'allonger pendant plusieurs heures sur des chaises longues, au grand air de la montagne. Car Davos culmine à près de 1600 mètres d'altitude. Certains pensionnaires sont néanmoins plus malades que d'autres. Les décès ne sont pas rares, mais le roman s'y attarde peu, sauf exception notable que je ne vais bien sûr pas vous révéler. Donc suivre les journées d'un personnage qui mange et qui se repose ne semble pas très intéressant, me direz-vous. Et pourtant, et c'est là vraiment tout le génie de Thomas Mann, ce qui paraît être un décor sans relief monotone sert de toile de fond à un très gros roman, très très grand roman qui m'a porté et m'a fait regretter qu'il n'y ait pas 1000 pages supplémentaires. Hans Castorp, le héros, est un personnage extrêmement touchant, jeune homme de 20 ans promis à une brillante carrière d'ingénieur, qui va finalement être séduit et quasiment piégé par cette société de plaisir où tout est simple. Il va ainsi se convaincre, avec l'aide d'une direction aux compétences médicales douteuses, qu'il est lui aussi malade, et il restera finalement bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il ne devait en effet au départ que rendre visite pendant 3 semaines à son cousin. Il va découvrir l'amour, ou plutôt l'effleurer, en entamant une relation complexe mais inachevée avec une autre pensionnaire. Elle s'appelle Claudia Chauchat, elle est russe, du Daghestan, et elle ensorcelle le pauvre Hans Castorp d'un simple regard qui lui rappelle un camarade de classe dont il était amoureux, l'homosexualité et la bisexualité étant un des thèmes de prédilection de Thomas Mann.
Hans Castorp va aussi forger son esprit critique aux côtés de Lodovico Settembrini, italien désargenté et intellectuellement brillant, dont les idées humanistes vont affronter les conceptions jésuites d'un autre personnage incontournable, le prêtre raté Nafta. Au travers de tous ces personnages, on rencontre les grandes idées qui agitent la société allemande juste avant la Première Guerre mondiale, l'attachement aux valeurs traditionnelles qui peut s'opposer aux idées d'avant-garde, le combat entre le progressisme à travers les idées de Settembrini et le totalitarisme à travers celles de Nafta. On y voit aussi le patriotisme et les sentiments guerriers qui sont représentés dans le personnage de Joachim, dont l'unique ambition est de s'illustrer sur le champ de bataille et qui ne supporte pas d'être coincé au sanatorium pour son cas en raison de véritables problèmes de santé. Mais on trouve aussi dans ce roman des thèmes universels comme celui de l'érotisme ou de la relation difficile avec la figure paternelle. On y trouve enfin une critique acerbe de certains médecins dont les motivations à garder leurs patients sont essentiellement économiques, ainsi que de la psychanalyse clairement tournée en ridicule lors de séances de spiritisme d'anthologie. J'ai dit au début que ce roman parlait avant tout du temps qui passe. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la démonstration de Thomas Mann sur le temps, dont la perception est avant tout une question psychologique et pas scientifique. La succession de journées identiques ou presque pour les pensionnaires, loin de générer ennui et impression de monotonie qui étirerait le temps, accélère en réalité le temps sur lequel les pensionnaires n'ont plus de prise. La montagne magique a le pouvoir de suspendre le temps, ou de moins de lui faire perdre de sa consistance pour les personnages, mais pas pour les lecteurs qui, comme moi, ont été passionnés par ce roman. En conclusion, La montagne magique a été une véritable découverte. J'ai adoré les Buddenbrook du même auteur, mais La montagne magique ne ressemble à aucun autre roman, sauf peut-être à certains passages de La recherche du temps perdu, lorsque Proust nous parle lui aussi de la perception inégale du temps. La montagne magique nous plonge dans un univers oublié, mais par certains aspects pas si différents du nôtre, les personnages étant quasiment confinés dans leur montagne. Je vous remercie. Merci pour votre présentation et on se retrouve au prochain 12-12. Ça sera un livre sur les contes d'Hoffmann ou le reflet retrouvé de Jacques Offenbach. Merci à tous. Merci beaucoup.